19h à Alger. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de l'actualité. Air Force One, l'avion du président américain, a quitté Washington plus tôt dans la journée. Direction l'Alaska pour le sommet avec son homologue russe Vladimir Poutine. Et avant son départ, Trump a déjà affirmé que ça sera à l'Ukraine de décider des échanges territoriaux. Et à Gaza, le bilan du génocide sioniste s'est encore alourdi ce vendredi pour atteindre les 61 827 martyrs, des chiffres toujours provisoires. Moyen-Orient, toujours, Naïm Qassem refuse de céder aux pressions visant à désarmer le Hezbollah. L'Espagne est en alerte canicule pour la 13e journée consécutive avec des températures dépassant les 40 degrés dans plusieurs régions du pays, augmentant le risque d'incendie. Et en vue du sommet qui doit réunir les présidents russes et américains, le président américain Donald Trump a quitté Washington à bord d'Air Force One en direction de l'Alaska. Trump est accompagné de plusieurs membres importants de son administration, donc le secrétaire d'État Marco Rubio, le secrétaire au Trésor Scott Bassett, le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et le directeur de la CIA John Ratcliffe. Le président américain Donald Trump a estimé ce vendredi que d'éventuels échanges territoriaux entre l'Ukraine et la Russie dépendent uniquement de la décision de Kiev, peu avant son sommet avec Vladimir Poutine en Alaska. Et concernant d'éventuelles garanties de sécurité pour l'Ukraine, il a indiqué qu'elles étaient possibles, ainsi que pour d'autres pays d'Europe, mais pas sous le parapluie de l'OTAN, ajoutant que l'adhésion de l'Ukraine à l'Alliance n'allait pas se produire. Je ne peux pas vous le dire, je ne sais pas, rien n'est gravé dans le marbre. Je veux certaines choses, je veux un cessez-le-feu, cela n'a rien à voir avec l'Europe. L'Europe ne me dit pas quoi faire, mais elle sera impliquée dans le processus, évidemment tout comme Zelensky. Mais je veux un cessez-le-feu rapide. Je ne sais pas s'il aura lieu aujourd'hui, mais je ne serai pas content si ce n'est pas aujourd'hui. Tout le monde a dit que ce ne pouvait pas être aujourd'hui. Mais je dis juste que je veux que les massacres cessent. Je suis là pour arrêter les massacres. Vous savez, nous ne donnons pas d'argent, nous gagnons de l'argent. Ils achètent nos armes et nous les envoyons à l'OTAN. Et l'OTAN nous envoie de gros chèques. Mais je m'en fiche. Ce qui m'importe, c'était un facteur important. Lorsque Biden a dépensé 350 milliards, il n'a rien obtenu. Mais ce qui m'importe, c'est qu'ils ont perdu la semaine dernière. 7011 personnes ont été tuées, presque tous des soldats, 36 personnes dans une ville touchée par un missile, mais 7000, plus de 7000 soldats, c'est fou. Vous vous en doutez bien, tous les regards sont tournés vers l'Alaska ou dans quelques instants sur la base militaire ou du moins dans les prochains moments. Delmond Rolf Richardson, les présidents russes et américains entameront des discussions visant à poser les bases d'une paix en Ukraine. Une rencontre au sommet et sans les Européens. Les détails avec Mohamed Wali Ben Chaban. Le sommet Trump-Poutine en Alaska représente une tentative de paix aux enjeux géopolitiques majeurs. Désormais, tous les regards de la planète sont tournés vers l'Alaska, où Donald Trump et Vladimir Poutine se retrouvent sur la base d'Elmendorf-Richardson, un lieu à la fois stratégique et symbolique, véritable point d'encontre entre deux puissances longtemps rivales. L'objectif annoncé est clair, poser les jalons d'un cessez-le-feu durable en Ukraine et explorer les pistes d'un règlement politique au conflit qui a bouleversé l'équilibre mondial depuis 2022. Pour Donald Trump, c'est l'occasion de se repositionner en artisan de paix et de diplomatie directe, loin des canaux traditionnels. Quant à Vladimir Poutine, c'est une opportunité pour revenir sur les sanctions imposées à la Russie et d'affirmer sa stature de négociateur incontournable sur la scène internationale.
Moscou se dit prêt à négocier, mais exige aussi la reconnaissance de la Crimée et de 4 régions ukrainiennes de l'Est, ainsi que le renoncement de Kiev à l'adhésion à l'OTAN et à l'arrêt des livraisons d'armes occidentales, comme stipulé par les accords de Minsk. Le sommet Trump-Poutine traite de sujets majeurs comme l'armement, l'énergie et les alliances mondiales. L'absence des Européens souligne leur échec à mettre un terme à la guerre. La volonté de Moscou et Washington de reprendre le dossier en main. Malgré l'importance historique de cette rencontre, les obstacles restent nombreux. Les divergences profondes sur le statut des territoires occupés, les garanties de sécurité à offrir à Kiev ou encore le régime de sanctions imposé à Moscou rendent tout compromis complexe. La simple tenue du sommet dans un contexte aussi tendu constitue toutefois une percée diplomatique en soi. Et en route pour le sommet avec Donald Trump en Alaska, Vladimir Poutine a fait une escale à Magadan où il a visité une usine locale et rencontré des responsables régionaux. Après avoir rendu hommage à la coopération soviético-américaine pendant la Seconde Guerre mondiale, il s'est dirigé vers Anchorage pour des discussions cruciales. Ce sommet centré sur la paix en Ukraine et le contrôle des armements pourrait tout à fait aboutir à des résultats concrets. Et justement, pour revenir sur ce sommet qui s'annonce déjà historique et crucial, je vous propose d'un éclairage sur ce sommet, donc très attendu et qualifié, comme je le disais à l'instant, par certains experts d'historique. Je vous propose de rejoindre tout de suite Manuel Pouchelet, expert en relations internationales et géopolitique. Bonsoir Manuel Pouchelet, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Alors Manuel Pouchelet, quand on sait que ça fait au moins 10 ans que le président russe ne s'est pas rendu dans les territoires américains ou en terre américaine, la dernière fois c'était en 2015 pour prendre part à l'Assemblée générale des Nations Unies. On l'a vu depuis quelques jours, depuis l'annonce de ce sommet, tout le monde y va de sa propre analyse. Quelle lecture faites-vous de ce sommet ou tout du moins des enjeux qui englobent ce sommet ? Alors, dans un premier temps, ce qu'il faut noter, c'est que c'est un sommet qui a une portée symbolique importante. La base américaine où va se rendre le président Poutine, il faut savoir que ça a été la base américaine qui a alimenté l'URSS quand elle luttait contre le régime nazi. Donc, si vous voulez, vous voyez l'importance de la portée diplomatique, excusez-moi, de ce lieu hautement symbolique où Donald Trump a souhaité rencontrer son homologue russe. Ensuite, vous y ajoutez l'arrivée du ministre, on va dire, des Affaires étrangères, M. Lavrov, avec un t-shirt avec les fameuses 3 lettres CCCP. Si vous voulez, c'est un clin d'œil, si vous voulez, à ce message, puisque c'est à partir de cette base américaine que les Russes ont pu, on va dire, être approvisionnés par les Américains. Maintenant, le message est important. Je pense que c'est une étape vers un processus de paix, mais il ne faut pas s'attendre forcément à ce qu'on appelle de grosses décisions. Parce que, en fait, le président Trump et le président Poutine sont venus avec beaucoup de conseillers, vous l'avez mentionné dans votre reportage, mais il faut savoir que les conversations entre les deux présidents vont se dérouler à huis clos. C'est-à-dire qu'il y aura l'interprète du président Trump, l'interprète du président Poutine et ces deux chefs d'État. Donc, si vous voulez, l'objectif, c'est un petit peu de surprendre cette communauté internationale et on vient d'entendre le président Trump qui va proposer un plan au président Zelensky qui de toute façon s'inquiète. Et puis dans ses dernières déclarations, le président Zelensky avait bien dit que les perspectives de paix n'étaient possibles que si l'Ukraine pouvait récupérer l'entièreté des territoires perdus, Crimée incluse. Maintenant, les enjeux économiques sont importants. On sait que les économies, tant du côté russe que du côté américain, ont été touchées par ce conflit qui dure depuis trop longtemps. Tout simplement pourquoi ? Puisque nous ne sommes plus habitués au temps long. Et force est de constater que les deux pays souhaitent, on va dire, trouver un compromis qui, de toute façon, sera observé, analysé et décrypté. Très bien, comment on peut le voir sur les images actuellement? Tout le monde est à pied d'œuvre en attendant l'arrivée des deux présidents. Vous avez parlé du fameux t-shirt du chef de la diplomatie américaine qui a fait couler déjà beaucoup d'encre
dans la presse occidentale, mais il y a aussi, vous avez parlé des déclarations du président américain concernant l'Europe et des inquiétudes de Zelensky. Les inquiétudes de Zelensky sont partagées par l'Europe. Est-ce que finalement, on peut dire que les déclarations de Trump affirment un certain divorce entre les États-Unis et l'Europe? Est-ce que finalement l'absence d'un représentant européen peut être un indice de ce divorce? Et est-ce que les Européens ont peur? Et on l'a vu dans la presse française aussi, la peur est là. La peur est là, bien entendu. Je vous rappelle que Henry Kissinger, en 1970, avait dit « L'Europe, c'est quel numéro ?» de manière très méprisante envers les Européens. On assiste un petit peu à la même chose. D'ailleurs, je vous ferai remarquer qu'au regard de l'histoire américaine et européenne, les Américains se sont toujours agacés des conflits en Europe. Ils sont intervenus lors de la Première Guerre et de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps, plus récemment, on va dire avec les accords de Dayton pour l'ex-Yougoslavie, encore une fois, un conflit européen. Donc, si vous voulez, le fait de ne pas intégrer l'Europe dans cette stratégie, on va dire, de négociation avec la Russie, est un choix qu'il faut comprendre, c'est un choix stratégique. Mais attention, le président Trump est toujours à l'écoute des Européens, puisque la décision d'Anchorage, on va dire, les accords, si tant est qu'il y ait des accords à Anchorage, vont de toute façon sceller pour de longues années l'avenir de l'Union européenne et j'allais dire de l'Ukraine plus particulièrement, avec des risques de conflit. Maintenant, je pense qu'il faut retenir aussi une chose, excusez-moi de reciter Henry Kissinger, il avait dit « Être un ennemi des États-Unis est dangereux, être son ami est fatal ». Nous avons aujourd'hui, avec ce sommet à Anchorage, la démonstration, tout du moins pour les Européens, de ce verbatim qui avait été utilisé par à l'époque le secrétaire d'État Kissinger dans les années 70 également. Alors, Monsieur Pouchelet, justement, concernant l'Ukraine, quand le président américain affirme que c'est à l'Ukraine de négocier, est-ce que finalement c'est une façon de dire aux Européens que ça vous concerne et ça ne me concerne pas? Moi, je veux faire du business avec les Russes et c'est une porte intéressante qui s'offre à moi parce qu'il faut signaler aussi que le président américain, ce qui l'intéresse, c'est redresser l'économie américaine. Oui, c'est sa priorité. Il l'avait déclaré pendant la politique MAGA, pendant sa campagne électorale. Mais je vous ferai remarquer une chose, c'est que les Américains ont aussi été, excusez-moi, très agacés du succès qui étaient les relations entre l'Europe et la Russie. Le projet Nord Stream, si vous voulez, avait agacé Washington puisque les Européens allaient consommer nettement moins de gaz de schiste que proposaient les Américains. Donc, quelque part, je pense que les Européens doivent cesser ce discours belliqueux et agressif envers la Russie, puisqu'ils partagent, on va dire, dans un premier temps, ce même espace géographique pour la partie, on va dire, occidentale de la Russie, mais en même temps, il faut savoir que les Européens, excusez-moi, ont fait une grave erreur puisque les Russes sont consommateurs de solutions industrielles et agroalimentaires européennes et qui, pour l'instant, plombent les économies des pays d'Europe. Je pense qu'il est temps, grâce à Donald Trump, on va dire, de trouver un compromis. Maintenant, vous savez, le président américain a un passé d'homme d'affaires et c'est un homme de deal, pour reprendre son vocabulaire. L'objectif, vous l'avez très bien dit, c'est éventuellement de relancer les relations, on va dire, avec la Russie, parce que pour Washington, dans le Pacifique, il a un autre concurrent direct qui vraiment fait peur aux États-Unis, c'est la Chine. Et c'est à se demander si Donald Trump n'est pas en train de choisir peut-être la Russie pour tenter de contenir et de prodiguer cette politique d'endiguement de Pékin. C'est le but recherché. Quand vous parlez de la Chine, Manuel Pouchelet, est-ce qu'on peut s'attendre à de nouvelles retombées diplomatiques contre le trio? Parce que, faut-il le signaler, Trump ne cache pas son hostilité à la Chine, mais la Chine reste un allié puissant de la Russie. La Chine est un allié puissant de la Russie. D'ailleurs, la Russie est d'ailleurs bénéficiaire de l'économie de la Chine puisqu'elle l'a soutenue dans son effort de guerre contre l'Ukraine et contre l'OTAN. Maintenant, Pékin est aussi à d'autres projets. On parle, vous savez sûrement, de la reprise de Taïwan qui devrait tomber comme un fruit mûr, mais bon, je pense que c'est un autre sujet. Maintenant, Pékin est, vous savez, membre des BRICS et très sélectif et ne supporte pas qu'un de ses membres des BRICS, donc la Russie notamment, soit en grande difficulté. Maintenant, rappel très important, c'est que la Chine est détentrice de la dette américaine et ça, cette information agace au plus haut point le président Trump qui souhaite trouver des solutions pour s'en séparer. Mais de toute façon, les Américains sont très dépendants de la Chine. Pourquoi? Puisque toute leur industrie, on va dire, et manufacture de l'habillement est en Chine. L'Amérique n'a plus de cette industrie et sans l'aide de la Chine, il ne pourrait pourvoir et surseoir à ce besoin de tous les clients américains en tout cas.
Très bien, merci Manuel Pouchelet. Je rappelle que vous êtes expert des questions internationales et en géopolitique. Alors, Merci à vous. très chers téléspectateurs, on va repartir peut-être en Alaska, comme on l'a vu il y a quelques instants sur les images. Tout le monde est à pied d'œuvre pour accueillir les présidents américains et russes qui, on vient de le dire un instant, se préparent à un sommet historique, un sommet où il sera question notamment de la paix ou d'un cessez-le-feu éventuel en Ukraine. Il sera également question du désarmement ou de la question des armes nucléaires. Faut-il le rappeler là aussi que la Russie et les États-Unis sont deux pays avec le plus gros arsenal nucléaire dans le monde. Je vous laisse avec les images. Et dans le reste de l'actualité, direction le Moyen-Orient, où l'agression génocidaire contre la bande de Gaza se poursuit pour le 679e jour consécutif. L'entité sioniste a mené des bombardements sur plusieurs régions de l'enclave palestinienne, portant ainsi le nombre de morts depuis le début du génocide, le 7 octobre 2023, à 61 827 martyrs et en moins 155 275 blessés, ont indiqué vendredi les autorités palestiniennes. Et selon la même source, les corps de 51 martyrs et 369 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours des dernières 24 heures. Ce 15 août 2025, Kanen Bakra, un enfant de 18 mois, a été tué par une frappe de l'entité sioniste, laissant sa famille dans une douleur indescriptible à l'arrière de l'ambulance. Sa tante Selsabil berce son corps sans vie, tandis que son père Haïtem, assis à ses côtés, est rongé par le chagrin et les blessures. La tente a été prise pour cible, blessant le père et ses enfants. Parmi ces blessés figurait un enfant d'1 an et demi. Nous avons traité ce genre de cas et malheureusement l'enfant a perdu la vie et est devenu un martyr. L'hôpital est petit par la taille, mais son travail est important. Il dessert une grande partie de l'est de la ville de Gaza, notamment les quartiers de Zaytoun, Shoujaïa et Baraj. Nous recevons des blessés 24 heures sur 24 et le manque de lits et de fournitures médicales nous impose des conditions de travail très difficiles. Selon les dernières données des Nations Unies, près de 13 000 enfants dans la bande de Gaza ont été hospitalisés en juillet en raison de la malnutrition sévère, dont 2800 souffrent de malnutrition aiguë. Un rapport de l'Office de la coordination des affaires humanitaires OCHA a révélé que sur les 1012 camions d'aide alimentaire envoyés par le Programme alimentaire mondial, seuls 10 camions ont atteint les entrepôts désignés à Gaza, tandis que les autres n'ont pas atteint l'enclave en raison des restrictions sionistes qui fait de la famine une arme de guerre. La déshumanisation des Palestiniens à Gaza semble ne plus avoir de limite, comme vous allez le voir sur les images qui suivent. Une bousculade de Palestiniens s'est produite ce matin lors d'une distribution d'aide alimentaire. Cette situation dégradante reflète la volonté de l'entité sioniste de briser l'esprit des Palestiniens. Nous venons ici tous les jours chercher du riz pour les enfants et nous aimerions pouvoir leur en fournir. Voici la marmite, elle est vide, pas remplie, rien du tout, tout est difficile, plein de problèmes. Et notre situation ici est très difficile. Nous avons besoin d'une solution. Cette situation est mauvaise. Ce qui nous arrive est une injustice. Tout le monde vit en sécurité, mais nous sommes les seuls à vivre dans la terreur, la peur, l'humiliation et la famine.
Le plan sioniste de construction de colonies a été largement considéré par la communauté internationale comme une violation du droit international, une décision qui a provoqué le tollé et l'indignation. Les communautés internationales s'est donc largement exprimée et a affirmé être contre. Et cette provocation de trop d'un dirigeant sioniste à l'encontre de la dignité palestinienne. Ben Gvir, en effet, s'est rendu dans la prison où est détenu Marwan Barghouti en le menaçant lui et tous les membres de la résistance palestinienne. Des menaces proférées dans la cellule même de Marwan Barghouti sous les projecteurs des médias sionistes. Faisal Salah. L'impunité de l'entité sioniste n'a-t-elle donc plus de limites? Où est la justice internationale quand il s'agit de tenir responsables les dirigeants d'un régime d'occupation aussi brutal et sauvage? Itamar Ben Gvir, qui incarne depuis des années l'épuration ethnique des Palestiniens, la mise en œuvre d'un projet fallacieux du grand Israël, franchit chaque jour de nouvelles lignes rouges, tout en sachant qu'il sera protégé par l'impunité totale accordée à l'entité sioniste. Moins d'une semaine, Ben Gvir a non seulement profané la mosquée d'Al-Aqsa, mais cet acte de terreur fait désormais partie du quotidien, au point de ne plus choquer personne. Cette pratique a été systématiquement normalisée par l'occupant. De la fameuse marche des drapeaux à l'impunité dont jouissent les colons sionistes lorsqu'ils envahissent l'esplanade des mosquées. Ces agressions sont devenues une routine violente, tolérée par une communauté internationale, complice de l'injustice. Ce vendredi matin, Ben Gvir s'est rendu dans la cellule de Marwan al-Barghouti, détenu illégalement depuis plus de 20 ans dans les geôles sionistes. L'objectif est limpide, s'attaquer à l'âme de la résistance palestinienne pour tenter de briser l'esprit indomptable du peuple palestinien. En ciblant Marwan al-Barghouti, symbole vivant de la lutte et de la dignité palestinienne, l'occupation cherche à détruire la volonté de millions de Palestiniens qui continuent de lutter pour la liberté, la justice et l'autodétermination, et l'édification d'un État palestinien en terre palestinienne. Mais il est illusoire de croire que la répression d'al-Barghouti ou de tout autre leader palestinien pourra étouffer la voix de la résistance. Le peuple palestinien, uni derrière ses leaders, continue de se dresser contre l'occupation. Car tant que la terre de Palestine reste occupée, la lutte pour la liberté ne cessera jamais et l'entité sioniste et ses complices arabes et occidentaux devront un jour rendre des comptes. Et on repart en Alaska où l'avion du président Trump vient de se poser sur l'aéroport d'Anchor en Alaska. Donc vous voyez actuellement sur les images, tout le monde est à pied d'œuvre. La délégation qui accueille le président américain est déjà sur le tarmac. Le tapis rouge, comme vous pouvez le voir, est déjà prêt. Comme vous le voyez sur les images qui suivent, nous attendons d'un moment à l'autre la sortie du président américain Donald Trump. Et je rappelle que le président américain est accompagné d'une importante délégation composée notamment de son secrétaire d'État Marco Rubio, de son secrétaire au Trésor Scott Bassett. Il est même accompagné du directeur de la CIA John Ratcliffe et même du secrétaire au commerce Howard Lutnick. Comme on voit, le dispositif est en train de se mettre en place. Air Force One s'approche, Air Force One arrive, elle est sur l'aéroport, vous pouvez le voir, Air Force One se positionne.
Why did they pull him in the back? Well, he'll come out the front. The front, they'll drop the lower stairs down. Comme vous le voyez, peut-être le président, d'un instant à l'autre, le président, on va assister à la sortie du président américain Donald Trump de son avion Air Force One. Et c'est avec ces images que va se clôturer le journal de cette édition. Je vous laisse avec les images de la sortie très prochaine du président américain de son avion Air Force One. Merci.